Dans l'ambiance, je pense aussi que je suis suivi par des voitures qu'on veut me faire sortir du pays en douce. Enfin, et la première chose que je fais quand j'arrive à l'hôpital, c'est que je prends mon téléphone, je le casse et je l'explose parce que je crois en fait que je suis sur table d'écoute, quoi. Il y a 10 personnes qui arrivent en blouse blanche. Monsieur, vous allez nous suivre. Alors, Scène de film, quoi. Ouais. Non, c'était exactement ça. Tu te rappelles comment on te l'a annoncé et comment tu l'as vécu? Elle m'a dit, voilà, vous souffrez de schizophrénie. C'est quoi ton état d'esprit? Mon état d'esprit, c'est ma vie, elle est finie. Ouais, okay. Bonjour à toutes et à tous, c'est Chloé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans notre tout nouveau format Souvenir. Un format dans lequel je vais recevoir des personnes au parcours de vie hors du commun. Et aujourd'hui, on reçoit Florent. Bonjour Florent. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de témoigner. Merci pour l'invitation. Y a pas de souci. Comment tu te sens, Florent? Très bien, ça va beaucoup mieux qu'il y a longtemps. Parfait. Florent, on t'a demandé du coup d'amener des objets qui font écho à ton histoire, à des parties de ta vie. Du coup, le premier objet, c'est ce ticket de bus. Qu'est-ce que ça t'évoque justement, ce ticket de bus? Ça m'évoque ma première bouffée délirante, donc à l'âge de 13 ans. Je montais dans un bus et il y avait une fille qui était au fond du bus. Et en fait, elle discutait avec son copain. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'elle souriait avec son copain. Il y a une espèce de voix qui a pris possession de mon cerveau, en fait. Et elle me dit, cette fille se moque de toi. Et moi, au début, je prends peur. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a tout le brouhaha du bus. Et je crois plus que c'est juste la fille qui parle derrière mon dos, qui dit des choses négatives contre moi. Je pense que c'est tout le bus qui, du coup, dit des choses contre moi. Donc, je prends peur et je quitte le bus précipitamment. Et le reste, je vais le faire à pied pour aller au collège. Il reste quelques kilomètres à faire et je vais les faire à pied. Donc, c'est ma première bouffée délirante. Je souhaite ça à personne parce que c'était vraiment éprouvant, que ce soit psychologiquement, mais aussi physiquement. C'est comme si on venait de faire un footing ou un fractionné. On est fatigué, en fait. Dans cette crise, toi, tu avais l'impression que c'était réel, que vraiment tout le monde se moquait de toi? Ou tu avais conscience quand même que c'était quelque chose dans ta tête? C'est une très bonne question. Alors au début, j'ai conscience que c'est quelque chose dans ma tête, il faut être réaliste. Mais comme la voix, elle revient de façon répétée, c'est comme un disque rayé qui vient vous répéter en boucle la même chose, ça fait comme un lavage de cerveau. Au bout d'un moment, on finit par y croire. Et on y croit très fortement. Ouais. Imaginez quelqu'un qui regarde un film, il sait que c'est pas vrai. Quand tu fais une bouffée délirante, t'es plus devant ta télé, t'es dedans en fait, t'es dans la télé. C'est vraiment différent, quoi. Est-ce que ça t'a effrayé? Ça m'a effrayé à tel point que j'ai mis ça derrière moi. J'ai mis ça de côté, sans me poser peut-être les bonnes questions. Mais j'avais aucune conscience, moi, de ce que c'était les bouffées délirantes et tout ça, quoi. Tu connaissais rien des maladies mentales ou de la schizophrénie? À part ce que j'en voyais dans les médias, dans certains médias ou dans certaines séries, où le tueur en série, c'est toujours quelqu'un qui a une maladie psychique. Moi, comme je ne me voyais pas comme ça, je ne faisais pas du tout de rapprochement, en fait. Et en plus, à mon époque, quand j'avais 13 ans, il n'y avait pas Internet. Donc, il n'y avait pas moyen de se renseigner facilement, comme on peut faire maintenant. On va sur Doctissimo, voilà. Et du coup, après cette première crise, est-ce que c'est revenu régulièrement? Au début, je vais passer peut-être 1 ou 2 ans assez tranquille. Et puis ça va revenir, mais toujours au même moment, quand je commence à être fatigué, quand j'utilise trop mon cerveau, que je fais trop de trucs, parce que je suis d'un naturel et toujours assez hyperactif. Donc il va y avoir une autre crise, là c'est dans le métro. Il y a quelqu'un qui est habillé avec un costard, un costume noir. Et moi je crois que c'est un agent du FBI qui est là pour me suivre. Donc aujourd'hui j'en rigole parce que je mesure, là, j'ai pris de la distance. Mais quand on est dans un délire, on n'a pas de distance. Il y a une autre personne avec un costume noir, il ne lui ressemble pas du tout. Mais moi je suis tellement dans mon délire, pour moi c'est la même personne. Okay. Ça a duré au moins 20 minutes, et psychologiquement, c'était épuisant. J'avais carrément des gouttes de sueur qui perlaient de mon visage, et puis j'avais le regard complètement perturbé qui regardait dans tous les sens de quelqu'un qui est pas bien, qui est en crise psychotique, quoi. Et je me suis raisonné à un moment, je me dis, quitte le métro, peut-être que la personne va plus te suivre. Je suis allé me promener dans un parc, et là, du coup, ça a fait descendre le stress et le délire. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment marqué, quoi. C'était une espèce de cercle vicieux. J'ai l'impression que j'arrivais pas à m'en sortir, quoi, sur le moment. J'ai fait un autre délire dans le bus, où je monte dans le bus, c'est pareil, un éclair qui me foudroie, un moment où j'étais très fatigué dans ma vie. J'ai un flash, et dedans, dans ce flash-là, je vois mon père qui est mort, qui est dans le salon, allongé, et il est mort. Je suis pas bien du tout, et en fait, au bout d'un moment, j'ai un autre délire qui arrive, qui se juxtapose au premier, qui me dit, non, tu vas le sauver du royaume des morts. Ok. Le délire se transforme, quoi. Du coup, je quitte le bus, je fais 2 km ou 3, je sais plus, en courant, j'arrive, j'ouvre la porte, et là, mon père, « Ah, salut Florent, t'es rentré vite du basket ?» Et moi, je suis complètement ahuri, quoi. À l'époque, c'est un des plus beaux jours de ma vie, parce que dans ma tête, il était mort. Je savais plus dans quelle réalité j'étais. Et là, ça aurait pu mettre la puce à l'oreille, parce que c'était vraiment parti très loin, quoi. Ouais. Tu vas pas lui en parler non plus, t'es juste dans un truc de... Non, j'ai trop peur de ça. Pas de sa réaction, mais qu'ils comprennent pas, ou j'ai peur d'être jugé, quoi. J'ai peur d'être pris pour un fou parce que j'avais des moments où j'étais pas bien du tout. Et comme j'ai pas encore de réponse à mes questions, je pense que les réponses à mes questions me font peur. Ouais.
Ces crises-là, au début, tu me disais que tu pouvais passer 1 an, 2 ans sans en avoir. Est-ce qu'il y a un moment où c'est devenu un peu plus récurrent? Oui, c'est devenu plus récurrent quand je suis allé à la fac de droit. J'ai fait une grosse erreur en 2e année, c'est que je me suis dit, c'est une année importante, t'arrêtes le basket, t'arrêtes le sport, les sorties, je me suis dit, tu te focalises sur les études, ce qui peut paraître être une bonne idée. Quand on a une maladie psychique, moi j'en avais pas conscience, ne pas s'aérer l'esprit, c'est pas bon du tout. Et puis au bout d'un moment, mon cerveau il va dire stop quoi. Et là je vais refaire une bouffée délirante plus grave, où tout le monde va pouvoir le voir en fait. Okay. Parce qu'avant les crises que je faisais, c'était une lutte intérieure, mais ça se voyait pas forcément. Quelqu'un qui ne connaissait pas la maladie pouvait pas se dire lui il est en crise en fait. Okay. Et comment ça s'est manifesté justement pour que les autres le voient? En fait mon père était donc militaire, à l'époque il était colonel, il était parti en voyage pour son travail au Brésil, et moi je me suis inventé, j'ai eu une hallucination un jour en fait, visuelle, avec une voix aussi. Je voyais mon père qui avait une autre famille au Brésil, et donc il y a une forme de rage qui montait en moi. J'essaie au début de me raisonner, de me calmer, mais la voix revient, et cette voix dit si tu as des mauvais rapports avec ton père, c'est parce qu'il a une famille au Brésil. Et cette voix après elle répète il préférait être au Brésil, il préférait être au Brésil, il préférait être au Brésil, de façon névrotique comme ça. Donc mon père à ce moment-là il nous appelle pour aller à table. Je sens qu'il y a une rage qui s'immisce en moi, une colère très forte contre mon père. Et au moment où mon père s'assoit pour manger, je le fixe dans les yeux, mais avec un regard noir, avec un regard intense et noir. Donc là mon père me dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes comme ça, Florent? Et là, je me lève et je vais vers lui, je le secoue violemment. Et là, il y a toute la famille qui se réunit, mon frère, ma sœur, ma maman et Angélique, pour nous séparer, en fait. C'est là qu'ils vont prendre conscience qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, parce que secouer violemment, vouloir en venir aux mains avec son père... Et tu leur en avais jamais parlé à ta famille de ces voix, de ces hallucinations que tu avais? J'avais honte. Je voyais bien qu'il y avait des moments où il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Clairement, je le sentais. Mais comme je revenais toujours à un état normal, je me disais, c'est un mauvais moment à passer, en fait. Tu secoues ton papa, toute la famille se réunit, et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu restes dans ton délire, ou est-ce que là, tu peux en sortir? Je regrette assez vite de l'avoir secoué, mais je suis toujours dans mon délire en pensant qu'il a une famille au Brésil. Quand on est dans un délire, on peut pas vous raisonner, en fait. Donc du coup, le lendemain, ma mère vient me voir, elle me dit ça peut pas durer comme ça, et moi j'ai conscience que ça peut pas durer comme ça, parce que j'ai quand même honte. T'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 24 ans. Ma mère me dit il faut que tu ailles voir un médecin. Et moi je lui dis oui, je suis d'accord pour aller voir un médecin, mais j'ai pas conscience de ce qui va se passer après. Je pense que si j'avais su avant, je suis pas sûr que j'y serais allé. Je sais pas, parce que j'aurais sûrement eu peur. En fait, quand on va voir le médecin, il me demande si j'entends des voix. Donc moi je le regarde, je dis non, vous me prenez pour un fou, j'entends pas de voix, et je lui dis ça de façon très... Je nie en bloc. Je nie en bloc parce que je suis pas prêt, je suis encore dans le déni de ce qui m'arrive. Mais mon médecin traitant va aussi voir ma maman séparément. D'accord. Elle va lui dire des choses sur mes comportements, j'avais des comportements bizarres. T'as des exemples? Je m'en souviens pas, mais ma mère me racontait qu'une fois j'étais dans le terrain et je faisais des ronds comme ça, et je parlais tout seul. Donc du coup ça l'avait beaucoup interpellé, elle s'est dit qu'est-ce qui se passe quoi. Donc ma mère va en parler au médecin qui m'envoie aux urgences psychiatriques à Rennes. Là, j'ai fait un gros délire, et là, ça devient vraiment dangereux pour moi, parce que j'ai un délire de super-héros. Et je pense que les voitures qui traversent la route, quand on attend en fait l'ambulance, il y a des voitures qui traversent la route, je pense que ils vont me transpercer, parce que ça se voit, je suis un super-héros, je pense que ça se voit, quoi. Oui, bien sûr. Tout de suite, on voit tout de suite que Iron Man, c'est moi, quoi. Non, je rigole. Et donc, du coup, en fait, moi, je suis tellement dans mon délire que je me mets en plein milieu de la route. Et ma mère m'a poussé pour m'éviter que je sois mort, en fait. Et je pourrais être mort. Moi, j'ai pas de souvenir de ça. Je pense que mon cerveau, il a fait il a oublié. Il a fait un reset, il a oublié parce que c'est peut-être trop difficile. Dans l'ambiance, je pense aussi que je suis suivi par des voitures qu'on veut me faire sortir du pays en douce. Et la première chose que je fais quand j'arrive à l'hôpital, c'est que je prends mon téléphone, je le casse et je l'explose parce que je crois en fait que je suis sur table d'écoute, quoi. Le délire, en fait, il devient multiforme et il prend différents aspects, ça se transforme, quoi. Ils t'ont emmené à l'hôpital psychiatrique? D'abord, on m'emmène aux urgences psychiatriques à Pontchaillou, à Rennes. Ils font une évaluation et après, on m'emmène à Guillaume-Régnier, qui est l'hôpital psychiatrique de Rennes. Je me souviens juste que quand j'arrive à l'hôpital, à un moment, assez rapidement, je vois une psychiatre. Et je demande à voir ma copine de l'époque, du coup Angélique. Et là, on me dit, non, c'est pas possible. Et là, je me lance de me suicider, quoi. Et je pense que j'étais sérieux, j'étais vraiment pas bien. Au bout de 5 minutes, il y a 10 personnes qui arrivent en blouse blanche. Monsieur, vous allez nous suivre. Ah ouais? Comme dans une scène de film, quoi. Ouais. Non, c'était exactement ça. Et j'ai beau être Mike Tyson,
Ouais, je me suis dit, ils sont 10, là, ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup quand même. Donc du coup, non, finalement, ouais, j'ai dit, ok, je vous suis. Et là, je suis allé dans une unité où tout était fermé. Si je voulais prendre une douche, il fallait que je laisse la porte ouverte parce que pour éviter que je me suicide. Okay, donc, du coup, c'était un peu humiliant, mais c'était comme ça. Et au début, ça va être très dur, hein, le passage à l'hôpital. Les premiers jours, je dors 20 heures sur 24, on essaie de me réveiller le matin. Prendre un petit déjeuner, je suis shooté au médoc, donc c'est compliqué, quoi. Très compliqué au début, ouais. Les traitements étaient moins performants que maintenant, il y avait encore des gens qui bavaient des substances, enfin c'était super choquant. Quand tu as 24 ans, tu arrives là-bas, tu vois des gens qui se tiennent au mur, qui sont pas bien, enfin, ou qui parlent tout seuls. Ouais, c'était choquant, quoi. Ouais. Je vais voir mon père, il va venir me voir avec ma maman. D'accord. À l'hôpital, du coup ? À l'hôpital, ouais. Il va aux toilettes et quand il revient, il a les larmes. Il essaye de le cacher, mais je vois bien qu'il a pleuré et là, je me dis, il faut que tu t'en sortes. Mais après, ça va être dur parce que quand je sors de l'hôpital, je vais faire quand même 2 ans de dépression parce que le diagnostic de schizophrénie tombe à l'hôpital. Tu te rappelles comment on te l'a annoncé et comment tu l'as vécu ? Ça s'est mal passé dans le sens où je n'en veux pas à la psychiatre, mais c'était comme ça. En fait, elle m'a dit bon voilà, suite à ce que vous nous avez raconté, parce que j'avais dit un peu ce que je vivais, et donc du coup elle m'a dit voilà, vous souffrez de schizophrénie, et son téléphone a sonné. Et donc du coup j'ai dû quitter la pièce et puis parce qu'elle devait passer à quelqu'un d'autre et c'est tout. Donc ça a été super violent pour moi. Ouais. Quand j'ai entendu le mot schizophrénie, j'ai fait un blocage. Ma première réaction c'était de penser qu'elle se trompait. Donc d'être dans le déni, non, raconte n'importe quoi, c'est pas possible. Je suis pas comme ce qu'on voit dans les séries ou les trucs. Moi c'est la vision que j'avais. Hein. Tu restes interné à l'hôpital combien de temps ? 1 mois. T'as des traitements ? Ces traitements, ils t'aident ? Les traitements, ils vous font dormir parce que la schizophrénie c'est aussi une inflammation du cerveau. Et donc pour faire descendre le stress, on vous fait dormir énormément. Et il y a des effets secondaires aussi, il ne faut pas le nier. Mais par contre, après, ça a été mieux. Okay. Ça a été mieux au niveau de tout ce qui était délire, hallucination. Ça s'est vite résorbé, quoi. Et quand tu sors de ce mois d'hôpital, tu en ressors, on te dit, voilà, vous êtes atteint de schizophrénie. C'est quoi ton état d'esprit ? Mon état d'esprit, c'est ma vie, elle est finie. Okay. Franchement, à l'époque, oui, parce que... Moi, je voulais être avocat en droit pénal. Moi, la fac de droit, c'était toute ma vie à l'époque. Quand j'ai su que ce ne serait pas possible, parce que j'ai essayé de retourner un peu à la fac de droit après l'hospitalisation, mais j'avais des problèmes de concentration dus à la maladie, mais aussi au traitement qui était lourd à l'époque. Ouais. Ça a été vraiment de la dépression, une grosse dépression pendant 2 ans, très forte, quoi. Comment tes parents se sont comportés avec toi à la sortie de l'hôpital ? J'ai eu beaucoup de chance. J'ai toujours d'ailleurs des parents très compréhensifs qui m'ont beaucoup soutenu, beaucoup aidé. Ma mère, notamment, un jour va venir avec une liste de personnes. Donc il y avait Einstein qui a fait des bouffées délirantes, son fils était atteint de schizophrénie, Antonin Artaud qui était donc un grand écrivain et un grand poète, et d'autres, Léonard de Vinci finissait pas ses œuvres, ils avaient tous des maladies psychiques. Okay. Et elle va me dire, tu vois, tous ces gens-là, ils avaient une maladie psychique comme toi, ils ont changé le monde, mais ils avaient une maladie psychique. Et là, en fait, ça a fait un switch dans ma perception. J'ai compris qu'en fait, on pouvait avoir une maladie mentale et faire de belles choses. Je me suis dit, je peux peut-être pas changer le monde, mais mon monde, je dois pouvoir le changer, quoi. J'ai commencé à vouloir réaliser mes rêves, en fait. Et à m'autoriser de vouloir les réaliser, c'est ça aussi. Et justement, tu nous as emmené aussi ce petit miroir. Je crois que c'est l'histoire qui arrive juste après. Oui, le jour de mes 28 ans, je vais me regarder dans le miroir. Donc j'habite encore chez mes parents à l'époque. Et là, je vois un visage où il n'y a pas de vie, quoi. Et en fait, ça m'énerve. Et je vais mettre un coup de poing dans le miroir, comme pour casser ce visage que je ne veux plus voir, quoi. Et du coup, ces 1000 morceaux de moi vont tomber par terre. Et il va falloir me reconstruire. J'avais dans la tête de devenir aide-soignant parce que l'équipe m'avait beaucoup aidé et ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais à l'hôpital. Et j'avais aussi un rêve, c'est d'écrire un livre. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc m'intéresser au concours d'aide-soignant, commencer à écrire mon premier livre. À ce moment-là, tu étais stable quand même par rapport à tes bouffées, tes hallucinations, tes délires. Oui, j'avais beaucoup moins tout ce qui était voix, hallucinations. Ça m'arrivait encore, mais c'était très, 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 très petit par rapport à avant et j'arrivais à bien les gérer. Ma perception de la maladie avait changé parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait être intelligent, voire très intelligent avec cette maladie-là, alors que moi, je pensais que c'était le contraire. C'est pour ça que je m'autorisais à rien faire, en fait. Okay. Tu passes ce concours d'aide-soignant, enfin, du coup, tu le réussis direct. Ouais. T'es fier ? Ah, j'étais super heureux. C'est un sacré moment, quoi. Ouais. Parce que de là où je venais, c'était pas gagné du tout, quoi. Je vais terminer dans les 2 ou 3 premiers de ma formation. C'est vraiment quelque chose dont je suis vraiment fier parce que je pensais que ma vie était finie, quoi. Comme quoi... tout est possible quand on arrive à se mettre en mouvement, mais qu'on a aussi cette patience. Ouais. Et justement, tu as réussi, tu nous as ramené ton diplôme d'aide-soignant. Trop bien, bravo. Est-ce que tu vas commencer à travailler
assez vite. J'ai envie de travailler en psychiatrie parce que Ouais. forcément c'est là que j'ai eu envie de devenir aide-soignant. Donc je vais me dire pourquoi pas l'hôpital de Rennes, là où j'ai été, mais je me dis pas que je vais. Je me dis il est très grand l'hôpital, donc je vais être ailleurs. Je vais pas être dans l'unité où j'ai été parce que c'est un hôpital qui est immense. Ok, 2 ou 3 jours après, j'ai une réponse positive, donc je suis super content. très bien. Et après, quelques jours après, elle me rappelle en me disant finalement, vous n'allez pas être dans cette unité, vous allez être dans cette unité-là. Et moi, je me dis, c'est l'unité où j'ai été interné. Je me dis, c'est pas possible. Le premier jour, je vais avoir du mal parce que je vais avoir même besoin de m'asseoir parce qu'il y a des gens qui sont encore là à l'époque où j'étais interné. Ah, t'as retrouvé des... Ouais, Ah, ok. le personnel soignant, il y a certaines personnes que j'ai reconnues aussi. Ok. Donc je me dis, mais est-ce que tu as ta place, quoi? Et puis après, je me ressaisis assez vite. Hein. Je me dis, ben non, au contraire, c'est une chance incroyable, quoi. Et ça restera un moment gravé vraiment à jamais parce qu'un jour, il y a quelques années de ça, j'ai recroisé quelqu'un qui était donc en même temps que moi quand j'étais aide-soignant à l'hôpital, et il m'a dit, vous savez, vous étiez mon rayon de soleil. Et je crois que j'ai eu les larmes aux yeux, quoi. C'est un truc, ça m'a marqué, et c'était incroyable parce que c'était une personne à l'époque où j'étais aide-soignant, qui était dans le déni, qui ne reconnaissait pas trop la maladie. Et dans le métro, il était là. Alors moi, j'ai tel traitement, tel truc. Hein. Et moi, j'étais là, mais il en parle comme ça. J'étais impressionné de l'évolution de ce jeune homme qui était assez jeune. Hein. Et je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Il y a un article sur ton premier livre qui sort au moment où tu travailles là-bas et ça te fait peur que la directrice, elle tombe dessus, c'est ça? En fait, oui, parce que je sais que c'est dans Ouest France. Et je sais que le Ouest France, il est distribué là-bas. Ok. Donc je me dis, comme c'était un gros article, il y a forcément quelqu'un qui l'a lu. Et donc je me souviens, j'étais l'après-midi, je commençais à, je sais plus si c'est 13h30 ou 14h, mais je me dis, j'arrive à reculons. Et là, Monsieur Babillette, est-ce que vous pourriez aller voir la directrice? Tu paniques? Là, je me dis tout de suite, ça commence mal, quand j'ai fait 2 pas, bon, voilà. Donc j'arrive, et là, sur son bureau, je vois mon article en grand, comme ça, et je vois qu'elle est juste derrière. Et au final, ça se passe super bien. Et elle me dit, écoutez, on ne se serait jamais rendu compte de ça, bravo, félicitations pour votre parcours, c'est génial. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont jugé l'homme et le travailleur, et ils n'ont pas jugé la maladie, en fait. Ça m'a libéré de quelque chose, quelque part, parce que je pouvais en parler à la fois aux gens qui étaient internés, à l'équipe soignante. Eux, des fois, ils avaient des questions à me poser pour mieux comprendre la maladie, donc c'était intéressant. Comme tu as été patient et que maintenant tu deviens soignant, est-ce que ça a des avantages? L'avantage, c'est qu'on a vécu les choses, donc on va avoir un regard différent. Je ne dis pas qu'on a un regard toujours meilleur, mais on a un regard différent. Et est-ce que tu as une anecdote de ce moment de ta vie où tu étais soignant, le fait que toi tu été de l'autre côté, ça a pu vraiment aider? Un jour, il y a quelqu'un qui était en crise, il devait faire 2m10, 2m15, énorme, super baraqué en plus. Il prend la télé, il l'expose, il y avait des, je sais pas si vous voyez les vieux téléphones muraux là. Ouais. Il prend le téléphone, il désosse tout le truc du mur, donc il avait une force colossale. Je voyais l'équipe soignante qui était prête à appeler tous les autres soignants, soit pour lui faire une piqûre, soit pour lui faire une injection ou lui donner un traitement pour qu'il se calme, quoi. Il était derrière moi et moi j'avais pas vu qu'il était derrière moi et il me prend comme ça. Tac. J'ai essayé de l'apaiser. J'ai mis ma main sur sa main, j'ai caressé un petit peu. J'ai attendu un petit peu, j'ai pas été vite. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, on va parler tranquillement. Et là, il s'est calmé tout seul, quoi. Et donc, il n'y a pas eu besoin de faire d'injection ou ce genre de choses. Donc, c'était bien, mais ça aurait pu ne pas marcher. Je veux dire, j'ai pas la science infuse, ça aurait pu ne pas marcher. Mais du coup, on a parlé, et puis après, il s'est apaisé, quoi. Et c'est vrai que quand on est soignant, je trouve que on a des jours sans, c'est normal, un jour on est moins bien, mais il faut essayer d'insuffler cet espoir aux gens. C'est super important. Moi, c'est ce qui m'a manqué au tout début, en tout cas. À ce travail-là, tu vas rester combien de temps? Environ 1 an. Est-ce que ça a pu te procurer un sentiment de fierté? Je dirais que ça a donné du sens à ma vie. Il y avait vraiment besoin de ça. Un sentiment d'utilité aussi. Parce que le fait d'aider les autres, de voir quand ils font des progrès, de voir que quand ils sont pas bien, et si on les écoute, si on essaie de faire de preuves d'humanité, d'humanitude et un peu d'empathie, évidemment, les personnes sont reconnaissantes et du coup, elles essayent de faire des efforts. C'est toujours positif et c'est très gratifiant au final, parce qu'on voit les gens qui progressent. J'imagine. Du coup, tu restes 1 an là-bas, tu vas continuer à être soignant pendant plusieurs années, c'est ça? Oui, pendant 9 ans dans des maisons de retraite. En fait, il y avait à la fin de mon métier d'aide-soignant un peu une frustration parce que je voyais qu'on avait de moins en moins de temps pour s'occuper des gens et je savais que je pouvais donner plus. Et aussi, mon ex-femme a fait une grosse dépression à un moment de sa vie et je l'ai beaucoup aidé, notamment en m'intéressant à tout ce qui était développement personnel, psychologie, neurosciences. Et du coup, je vais me dire, peut-être que tu pourrais faire du coaching, mais appliqué à la schizophrénie et aux maladies psychiques. Au bout de quelques mois, je fais des vidéos de coaching en fait, que je vais mettre sur YouTube. Qu'est-ce que tu racontes dedans? Il y a plein de choses. Ça va être par exemple comment gérer une crise, comment gérer son stress,
comment avoir plus confiance en soi. Du coup, tu donnes des clés, des Ouais, outils. des techniques, Ouais, des clés, des techniques. Quels sont les effets secondaires des traitements, comment mieux les gérer, Ok. tout ça. Et est-ce que c'est vers ce moment-là que tu commences à faire du slam? Oui, en fait, Ouais. je vais faire du slam. Ton disque? Voilà. c'est ça. Donc on a une chanson sur la schizophrénie, je vous invite à la regarder, ça s'appelle Tendre schizophrénie. On mettra un extrait. Écrire m'a transporté loin de la maladie, très loin de la maladie, quelque part en rhapsodie. Le phénix, ça démontre bien aussi la résilience, le fait de ce qui ne te tue pas te rend plus fort, parce que la mythologie du phénix, c'est ça. Et pour moi, c'était vraiment important d'avoir une chanson sur la schizophrénie, mais surtout un message d'espoir. Et du coup, tu nous as aussi emmené ton tout dernier livre, là, qui vient de sortir. C'est quoi ce livre? C'est le résultat de... Beaucoup de travail, Ouais. ça fait un peu plus de 3 ans que je suis dessus. Donc c'est ma méthode de coaching, c'est le premier livre en France qui parle de coaching et de schizophrénie. D'accord. Il y a beaucoup de techniques de développement personnel. Moi, ce que je fais, c'est que j'applique beaucoup tout ce qui est développement personnel, neurosciences, psychologie, mais à la maladie psychique. Pour donner un exemple concret, quelqu'un qui est en crise, qui aurait une voix, je vais lui dire de reformuler sa voix de façon positive. Là, mettons, tu fais un sourire. Je pourrais me dire, si je suis en délire, elle se moque de moi. La méthode, ce serait, non, elle fait un sourire parce qu'elle t'apprécie. Ok. Je reformule de façon positive, ça s'appelle la programmation neurolinguistique. Puis il y a plein de techniques, ça va de l'alimentation à avoir plus confiance en soi, comment gérer les moments où on est moins bien. Parce qu'il faut savoir qu'une personne qui se stabilise ou qui se rétablit sur du long terme, c'est pas une personne qui a plus de moments où elle est moins bien, c'est une personne qui les gère beaucoup mieux. Ouais. C'est la différence. En gros, c'est tout ce qu'il faut savoir pour se rétablir sur la schizophrénie. D'accord. Je fais des coachings alors, donc pour les personnes atteintes de schizophrénie, pour les familles Ok. qui ont besoin de beaucoup de conseils, d'écoute, Parce de que c'est techniques. hyper important, l'accompagnement des familles aussi. Oui, et souvent elles sont un peu délaissées du système Ouais. de santé, donc c'est très important. Quand une personne est soutenue par sa famille, elle va se sentir plus forte. Ouais. Mais des fois, la famille est démunie parce qu'elle ne sait pas comment se comporter, et donc c'est là que j'interviens. J'ai coaché des gens qui faisaient des dépressions, des burn-out, donc ça s'est un peu élargi. Ok. Je dirais que maintenant, je suis plus coach en santé mentale que juste en schizophrénie. Et c'est quoi les retours que tu as des personnes qui coachent en général? Moi, le meilleur retour que j'ai, c'est quand ils me disent qu'ils n'ont plus besoin. Moi, j'ai envie de dire, je suis une radio. C'est-à-dire que je vais donner des techniques, des conseils, de l'espoir. Je peux aider dans beaucoup de domaines, mais il faut que la personne elle accepte de mettre ça en pratique. Ouais. Tu as des exemples de choses que tu peux dire aux familles plutôt, justement? Ne pas dire il faut, tu dois, tu devrais. Mettons que tu fumes, je te dis tu devrais arrêter de fumer. Tu sais que c'est pas bon de fumer. Oui. Et c'est pas en te le disant que ça va donner l'envie d'arrêter. Par contre, si je te dis ok, après tout, si fumer ça te rend heureuse, continue. Tu vas te dire, peut-être pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps, tu vas te dire, mais attends, Florent il m'a dit d'arrêter de pas arrêter de fumer, c'est bizarre. Et tu vas surtout te dire, mais non, en fait, ça me rend pas heureuse. Et du coup, tu te remets en question, mais par toi-même. Si tu le fais par toi-même, grâce à l'impulsion que je donne, du coup, tu vas avoir envie de te bouger, de mettre en place des choses. Quand je fais un coaching, je dis toujours ça aux gens, je le dis assez souvent. Moi, je ne fais que planter une graine dans le cerveau et elle va germer, mais des fois, ça prend un peu de temps. Des fois, elle ne germe pas tout de suite. Ouais. Tu vois, il faut accepter la patience. Ouais. Ok, super intéressant. Moi, je me suis toujours dit, c'est une mission en fait pour moi. Je me suis toujours dit, quand j'étais pas bien, que le jour où je serais mieux, j'essaierais d'aider au maximum. Moi, quand j'étais pas bien, il n'y avait pas d'exemple de gens qui s'en sortaient. Ouais. En tout cas, il n'y avait pas Internet, donc ça n'existait pas. Et puis, on n'en parlait pas. Ouais. C'est aussi pour déstigmatiser les maladies mentales, parce que même encore actuellement, il y a encore beaucoup de clichés sur la schizophrénie. La schizophrénie, elle est tellement stigmatisée que personne n'a envie d'avoir cette maladie. C'est probablement l'une des maladies les plus stigmatisées au monde. Quand la personne elle apprend le diagnostic, le premier réflexe, ça va être d'être dans le déni. Alors que s'il y avait une vision plus positive de la maladie, où on disait ça touche des gens intelligents, on donnait plus d'exemples positifs, comme on fait là, on essaye en tout cas de déstigmatiser. Et du coup, si on arrivait à faire en sorte que la perception de la maladie change, les gens ils accepteraient peut-être plus facilement aussi la maladie. Ouais. Il n'y a pas très longtemps, je coachais quelqu'un, je lui ai demandé de se présenter. Alors bonjour, je m'appelle un tel, je suis atteint de schizophrénie. Et je lui dis donc tu te présentes par ta maladie. C'est ce qui te définit. Et donc on a dû faire un gros travail pour qu'il comprenne qu'il était avant tout un être humain. Et pas juste une maladie en fait. Toi, à l'heure actuelle, tu es totalement stabilisé. Tu me disais tout à l'heure que tu n'avais pas fait de crise depuis tes 24 ans, c'est ça? Oui, j'en ai 25. Non, je déconne. Parce que c'est quelque chose qui peut réarriver par la suite. Moi, de mon côté, je suis même plus stabilisé, je suis rétabli, c'est-à-dire que c'est encore le level un peu au-dessus. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme guéri? C'est presque comme guéri, mais j'ai quand même un traitement. D'accord.
qui est très, très léger maintenant, mais j'ai toujours une molécule à prendre tous les jours, juste un comprimé. Pour m'estimer complètement guéri, il faudrait que j'ai plus besoin de traitement. Et il faut faire vraiment attention dans la schizophrénie, il faut faire attention d'avoir un traitement qui est adapté, mais c'est important d'avoir un traitement de mon point de vue. C'est important d'avoir une bonne hygiène de vie aussi par rapport à la maladie, d'avoir des nuits récupératrices. J'ai plus peur de refaire une rechute ou une crise. Alors ça m'arrive d'avoir une voix qui vient, mais en 2 minutes, c'est réglé, quoi, parce que j'ai les techniques j'ai appris à très bien vivre avec, en fait, quoi. Ok, tant mieux. Est-ce que toi, ça a mis longtemps avant que justement tu arrives à avoir un traitement qui te convient à toi, qui soit adapté? J'ai changé plusieurs fois de traitement. Au début, oui, ça a été très compliqué au début parce qu'en fait, mon traitement faisait que j'avais tout le temps faim et tout le temps soif. Après, il a fallu encore quelques années, ils ont adapté et ça a diminué progressivement pour que j'ai plus qu'une seule molécule, quoi. Ça vient progressivement, en fait. Est-ce que la schizophrénie, c'est différent pour chaque personne atteinte de schizophrénie? C'est différent, c'est-à-dire qu'il y a des vecteurs communs. Par exemple, les voix, les hallucinations. Après, il n'y a pas que ces symptômes-là, il y a d'autres symptômes des fois. Mais c'est ceux qui reviennent le plus souvent. Mais par contre, la schizophrénie se vit différemment selon ton type de personnalité. Ce qui va marcher sur quelqu'un, sur une autre personne, ça ne marchera pas du tout. Et c'est comme les traitements, c'est ça qui est très dur. Souvent, on me demande quel est votre traitement, en pensant que j'ai un truc miraculeux. Alors qu'en fait, il y a un truc assez banal. Mais du coup, mon traitement marche bien sur moi, mais il ne marchera pas forcément sur une autre personne. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Il faut que le psychiatre teste et surtout, il faut qu'il y ait un rapport entre la personne soignée et son psychiatre, un rapport de confiance, pour qu'à la fois le psychiatre puisse écouter la personne soignée et que la personne soignée n'ait pas peur de lui parler, de lui dire les choses. Est-ce qu'on sait d'où vient la schizophrénie? Est-ce que n'importe quelle personne peut être atteinte ou est-ce que ça peut venir de traumatisme ou de génétique? Enfin, est-ce qu'on connaît l'origine? Si je réponds à cette question et que j'ai bon, j'ai le prix Nobel. Non mais je rigole pas, si je réponds à cette question, que je te fais tout un truc et que c'est bon, oui, non, en fait on sait pas. C'est-à-dire qu'on sait qu'il peut y avoir dans certains cas une part de génétique, une part d'environnemental, une part de comment tu gères ton stress et tes émotions, mais on ne sait pas pour l'instant. Moi, dans mon cas, avec l'analyse que j'en ai faite en écrivant mes livres, en fait, le fait d'écrire les délires, j'ai pris du recul. Dans mes délires, c'était souvent assez auto-centré. J'étais l'ennemi public numéro 1, où j'étais suivi, j'étais souvent victime de quelque chose. Donc du coup, je me réappropriais un peu ma vie dans mes délires. Et il y a un truc que je raconte dans les livres, qui va peut-être choquer des gens, mais qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, moi, je les regrettais, mes délires. Quand je retournais à un état normal, merde, fait chier, quoi. Ma vie m'ennuyait à l'époque. Donc, du coup... tu te confortais un peu dans ce... moi, j'étais content d'être en délire. J'étais content parce qu'il se passait plein de trucs. C'était génial. J'étais content à l'époque d'être en délire. Ça venait combler un vide. Et quand j'ai compris ça, j'ai fait un bond. On pense beaucoup que le bonheur, ça vient comme ça, on s'en rend pas compte. En fait, le bonheur, ça se construit. Ça se crée. C'est comme... je crois pas en la chance. Je pense qu'on l'a créé, sa chance. Le traitement, c'est comme une béquille. Ça va vous aider, mais ça fait pas tout. C'est pas le traitement qui fait que tu vas te lever le matin. Ça va juste te stabiliser, faire en sorte que tu aies moins de délire ou moins de crise. Le fait de se réaliser, de mettre en place des actions, d'avoir du sens dans sa vie, d'avoir des passions, des objectifs, ça va permettre aussi de se stabiliser, de se rétablir. Faut le savoir. Et faut pas juger aussi quand on ne peut pas, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas, mais il faut être dans l'optique d'une progression, petit pas par petit pas. Parce que des petits pas, plus des petits pas, plus des petits pas, plus des petits pas, au bout d'1 ou 2 ans, ça fait des gros progrès, en fait. La schizophrénie, je dis souvent ça, c'est pas celui qui court le plus vite qui va se rétablir, c'est celui qui va être téméraire. C'est un peu comme un marathon, il faut faire des petits efforts, mais souvent. Si aujourd'hui, on devrait te dire, tu peux tout recommencer sans avoir cette maladie, est-ce que tu t'accepterais? Non, en fait, ça fait ce que je suis devenu. J'aurais sûrement un autre parcours, mais j'aurais pas écrit des livres, je pense pas. J'aurais pas fait du slam, j'aurais pas fait des conférences, j'aurais pas fait tout ce que je fais aujourd'hui. Donc du coup, je suis très content de mon parcours. Évidemment que ça a été très difficile à un moment et j'ai été vraiment au fond du trou à un moment, mais je suis très content de m'être relevé et de pouvoir aider aussi les gens. T'es fier de toi? Je suis fier de pouvoir aider les gens. N'ayez pas honte, comme j'ai pu l'avoir, comme j'ai pu avoir honte pendant longtemps. Parlez-en. Parlez-en autour de vous, parlez-en à un professionnel de santé. Soyez curieux, renseignez-vous. Essayez de vous développer, d'avoir des objectifs, du sens, et ne vous empêchez surtout pas d'en avoir parce que vous avez une maladie. C'était important. Super beau message. Et en tout cas, du coup, on peut retrouver ton livre partout maintenant, ça y est? Sur Amazon, on le trouve sur Amazon, Ok. En tout cas, merci beaucoup Florent d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné. Merci pour l'invitation. De rien, c'était super cool. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Souvenirs. À bientôt.